Bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue en Occitanie. Je m'appelle Stéphane Vincent, je serai votre animateur pour toute la journée et plus particulièrement sur cette bulle. Et je vois qu'Anne-Cécile commence déjà à animer ou à répartir le micro dans les conditions de sécurité optimales, c'est ça? Donc on se retrouve avec une super équipe puisque vous avez la Dream Team Occitanie dans le cadre du développement de l'entrepreneuriat, puisqu'on a la chance d'avoir 2 directrices régionales, un vice-président de la région et 2 super entrepreneurs. Donc écoutez, on va pouvoir bénéficier de leur regard sur la souveraineté française et sur tout ce qui concerne les innovations et les industries stratégiques. Et sans plus tarder, on va revenir sur justement vous, mesdames, de BPI France. Aujourd'hui, comment ça se passe sur la région Occitanie? Est-ce qu'il y a des nouveautés? Sur quoi vous poussez? Comment on vient vous chercher? Bref, racontez-nous tout. Ça marche, je commence. Ouais. Bonjour à tous. Donc Émilie Vidal, moi je suis la directrice régionale Occitanie-Est. Donc l'Occitanie s'est répartie en deux. Anne-Cécile se présentera tout à l'heure. Et on a la chance d'animer chacune une équipe d'une 40aine de personnes qui est là pour vous accompagner au quotidien dans votre développement sur toutes les thématiques et sur tous les secteurs d'activité. Et à nos côtés, donc merci à tous les deux d'être venus témoigner. Et ça, on ne le fait pas seul, on le fait avec l'écosystème et avec la région. Et donc, on a un partenariat de longue date avec la région Occitanie qui permet d'accompagner au mieux les entreprises. Et avec un travail de proximité, les équipes se connaissent très bien, les échanges sont réguliers. Et ça a permis, notamment pendant la crise du Covid, crise inédite, d'être la première région à mettre en place un financement spécifique pour soutenir les entreprises. On a déployé ensemble un peu plus de 100 millions d'euros sur la période. Et on a aussi d'autres dispositifs phares. On a un accélérateur croissance régionale. Si ça vous intéresse, on lance la 6e promotion en début d'année prochaine, donc avis aux candidats. Alors comment on fait? Eh ben, on passe par l'équipe BPI France, donc il y en a dans la bulle, et par Sébastien et Anthony qui sont nos responsables accompagnement régionaux. Voilà. C'est toujours important de dire comment, parce Oui. que parfois on dit et on fait, mais après les gens disent ah oui, comment on fait? Et donc, on est aussi la seule région à avoir un accélérateur croissance internationale régionale, donc pour vous accompagner à vous développer à l'international. Et après, on a également un fonds régional de garantie qui nous permet de porter le risque à 70% lorsque vous demandez des emprunts auprès de vos banques. On se porte garant. Et on a aussi des dispositifs d'innovation communs avec des comités locaux pour vraiment accompagner les entreprises de tous les territoires de la région. Alors avant de laisser passer avant de céder la parole à Anne-Cécile, je vais demander à toutes les personnes de légèrement se décaler parce qu'il y a une telle demande sur Occitanie que j'ai peur que certains escaladent la structure et ne tombent. Voilà. Donc je dis ça pour plaisanter évidemment, mais l'idée c'est de laisser la possibilité à ceux qui veulent rentrer de rentrer. Anne-Cécile Brigot-Abadi, vous nous en dites un peu plus sur la partie ouest. Oui, donc bonjour à tous. Sur la partie ouest, c'est également une 40aine de personnes. Et ces 40 personnes vont déployer l'ensemble du continuum d'intervention de BPI France. Et si on doit parler un petit peu plus de la thématique, qui est en effet très prégnante sur l'Occitanie ouest et qui est l'industrie, BPI France, depuis quelques années et de manière plus prégnante ces dernières années, accompagne des grands enjeux de la réindustrialisation en France. Et évidemment, l'Occitanie est le cœur de ce sujet, en tout cas pour nous. Alors, on essaye de répondre à 4 enjeux quand on parle d'industrie en Occitanie. Le premier enjeu, c'est d'abord faire émerger les grandes cathédrales industrielles qui seront les champions internationaux de demain. On peut parler de Genvia sur la partie est de l'Occitanie. Le deuxième
troisième enjeu, c'est préparer l'industrie de demain. Et ça, on va le faire en accompagnant des start-up industrielles. On peut citer Ascendance, j'ai vu Jean-Christophe qui avait pris la parole tout à l'heure. On peut citer Comat, Made in Cell et de nombreuses start-up industrielles que l'on va accompagner. Le troisième enjeu, c'est l'enjeu le plus important, c'est accompagner tous les industriels du territoire, aller dans chaque département et faire que l'industrie soit plus moderne, plus verte et qu'elle aille à l'international. Parce que c'est ce qui va lui apporter de la résilience. Alors comment on répond à ces trois premiers enjeux? C'est plutôt avec des outils soit de conseil. Donc on va déployer des missions de conseil dans les entreprises. On va les faire rentrer dans des accélérateurs et notamment l'accélérateur Croissance Occitanie. C'est environ 250 missions en Occitanie sur 2024. Et puis on va les financer avec des financements patients parce que l'industrie c'est le temps long et donc ça a besoin de financement patient. Et là on a déployé sur 2024 environ 400 millions d'euros sur cette thématique propre de l'industrie auprès de 800 entreprises. Et puis le dernier enjeu, parce que je vous avais dit qu'il y en avait 4, c'est la visibilité de l'industrie. Et ça passe par la French Fab. Et la French Fab, ça permet, vous, industriels, de pouvoir communiquer sous un même étendard, mais ça permet aussi de faire connaître vos métiers à la jeune génération. Parce que l'industrie ne sera gagnante que si elle fait rentrer des jeunes dans les forces vives de l'industrie. Donc le coq bleu, c'est bien, mais il faut aussi qu'il chante. C'est ça. Alors, ouais, c'est ça. Ouais, mais plutôt qui se parlent et qui parlent entre eux. On a la chance d'avoir le vice-président de la région, Jalil Ben Abdillah. Vous êtes un passionné, je crois, des entreprises. On s'est déjà vu sur la bulle des régions. Vous vouliez revenir et vous êtes là. Oui, je veux revenir. C'est toujours un immense plaisir d'être ici. Puis c'est un rendez-vous important pour tous les acteurs de développement économique, pour les entrepreneurs. C'est le lieu de rencontre. Moi, je viens expliquer comment la région Occitanie accompagne évidemment son écosystème. On travaille en intelligence et en complémentarité avec notamment BPI. Je ne vais pas redire ce qui a été dit sur les accélérateurs de croissance qui fonctionne très bien. On est à la 4e génération, je crois. Sixième génération. En janvier, c'est la 6e. Ça passe vite. Hein. Et oui, parce que j'étais dans la première génération et j'avais même, quand j'étais président d'un cluster qui s'appelle Leader Occitanie, créé le premier accélérateur avec BPI avant qu'il ne devienne régional. Et puis, il y a l'accélérateur à l'international qui est une innovation régionale Occitanie. C'est en Occitanie que ça se passe. Juste avant de parler peut-être de souveraineté, dire que l'Occitanie, évidemment, comme toutes les régions, est le chef de file du développement économique. Elle doit animer un écosystème et on a des dispositifs de financement qui se complètent avec ceux, donc, évidemment, de PPI. Je citerai par exemple le IDEMO régionalisé qui a financé et qu'on co-instruit ensemble. Un mot sur l'innovation, la région Occitanie, c'est la région qui dépense le plus sur sa R&D dans l'innovation en Europe. Pas seulement en France. C'est 3,7% de notre PIB qui est consacré à la recherche-développement. C'est 35 000 chercheurs. C'est un écosystème très dense avec des universités d'excellence, des grandes écoles, des 2 sociétés de transfert de technologie à Toulouse et à Montpellier, évidemment des startups, des incubateurs, des accélérateurs. Donc ça, c'est important et on s'appuie sur cet écosystème très dynamique de l'innovation. Et puis, c'est des secteurs d'excellence et on y reviendra sur la partie peut-être réindustrialisation, notamment autour de ce que vous connaissez, l'aéronautique, le spatial, mais aussi l'eau, les ICC, les industries culturelles et créatives, mais c'est aussi beaucoup de nouvelles thématiques comme le nautisme et bien sûr l'éolien flottant, sans parler de l'énergie notamment nucléaire et les énergies renouvelables. Voilà. Bref, plein de belles choses sur votre territoire. Territoire effectivement qui n'est pas connu que pour la partie industrielle. Je crois qu'il y a aussi toute la partie touristique qui est particulièrement mise en avant, mais dans lequel on voit des ponts, puisqu'on a de plus en plus notamment de personnes qui vont visiter les industries. Donc la visite de l'industrie, voilà, vous arrivez même à faire... On a même fait éditer un guide du retard des entreprises industrielles à visiter. Donc ça, c'est en Occitanie, vous avez un guide du retard qui vous donne tous les lieux industriels pour valoriser l'industrie, montrer que l'industrie s'est transformée sur ces 3 leviers. L'environnemental, le technologique, en intégrant les sujets de l'IA, de la cybersécurité et de la robotisation, et puis sur le sujet social et sociétal qui est très important. Tout ce virage a été aussi pris par nos entreprises et la région accompagne les entreprises dans cette nécessaire transformation. Alors Benoît Moulas, vous
Vous vivez l'industrie au jour le jour et dans un environnement spatial. Vous dirigez la maison Comat. Est-ce que vous pouvez déjà nous en dire un petit peu plus qui vous êtes? Quelle est cette belle entreprise? Combien de salariés? Le chiffre d'affaires? Tout. Ok. Bonjour tout le monde. Ben, merci de me donner la parole. Donc Comat, c'est l'exemple même réussi, et j'ai pas peur de le dire, de cette politique d'innovation à la fois conduite par la BPI et par la région. Donc je les remercie publiquement et très sincèrement. Alors Comat, qu'est-ce que c'est? C'est une société qui fait des équipements spatiaux dans un environnement que si vous connaissez peut-être. Je vous rappelle juste quelques indicateurs. Le marché du spatial dans le monde, c'est à peu près 400 milliards de dollars. Et en 2030, on envisage à peu près une progression de 2 à 3 fois, c'est-à-dire plus de 1000 milliards de dollars. Dans le métier qui m'intéresse, moi, ce sont les infrastructures. Les infrastructures, ça représente 25% de ce marché. Et dans les infrastructures, vous avez les lanceurs, vous avez les satellites et vous avez le matériel sol. Voilà, pour faire Et moi, je m'occupe des infrastructures. En Europe, ça représente 12 milliards de peu près, avec tous les 27 pays. Et versus les Américains qui en font 60 milliards et les Chinois qui sont à 30 milliards. Donc on a un gros retard à rattraper en Europe. Et la France, rien que la partie française, c'est 5 milliards de chiffre d'affaires pour les infrastructures. Et la France est décomposée de façon suivante, c'est que l'Occitanie représente à peu près la moitié du marché français. Donc l'Occitanie, on l'appelle en général la capitale de l'Europe spatiale, puisque ça représente à peu près, sur les 20 000 emplois qu'il y a en France, il y a à peu près 12 000, je crois, emplois en Occitanie. Voilà, ça fait plus de 40%. Donc nous sommes Comat dans cet écosystème de l'Occitanie qui est très riche dans ce secteur spatial. Nous avons des mastodontes comme Airbus, Thales, le CNES, qui sont là des gros tracteurs. Et notre environnement est très, très propice, surtout lorsqu'on a les aides et innovations qui sont derrière. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait des équipements spatiaux dans le domaine mécanique. Tout ce qui bouge sur un satellite, c'est pour nous. C'est-à-dire des antennes qui se déploient, des mâts qui se déploient, des systèmes qui orientent le satellite, et j'en passe, et des meilleurs. Donc tout ça, et nous faisons aussi ce qu'on appelle tous les équipements mécaniques aussi, mais qui sont dans les domaines scientifiques. Tout le monde connaît le robot Persévérance, j'espère que vous connaissez. Et bien, quand vous regardez le robot Persévérance, vous avez un système au-dessus, là, une espèce de robot avec des lasers, enfin un système de laser qui permet de savoir, et donc la finalité, c'est de savoir s'il y a eu de la vie sur Mars. C'est nous qui l'avons fait, cette installation, et ce robot qui est dessus. Voilà, c'est pour on va commencer déjà par vous applaudir, voilà. Parce qu'on ne se rend pas toujours compte. Merci. On ne se rend pas toujours compte que tout ce qui se passe et qu'on voit effectivement dans les médias, dans des choses comme ça, c'est la fierté en fait d'entreprises de nos territoires, de la France, et effectivement, ne serait-ce que d'en parler aux jeunes. Les enfants n'arrivent pas, rêvent parfois en se disant tiens, le robot est génial. On oublie de dire que c'est chez nous. Ils ont toujours l'impression que c'est aux États-Unis. Voilà. Alors ça, c'est un peu, oui, c'est les États-Unis qui nous l'ont commandé parce que ils ont fait appel au savoir-faire français qui démarre d'abord au CNES et qui ensuite le CNES nous a confié la mission de le faire et nous l'avons réussi. En plus, nous en avons réussi 2 puisqu'il y a le premier robot et le deuxième robot sur lequel nous avons cet instrument qui est l'instrument majeur de ce robot. Alors ça, c'est un peu la cerise sur le gâteau parce que c'est quelque chose qui est très médiatique. Mais derrière, c'est tout un savoir-faire qui se décline en activité industrielle. Donc, on va parler de souveraineté après. Donc je ne vais pas le développer tout de suite. Mais l'innovation ne peut marcher que, enfin en tout cas dans notre secteur spatial, que s'il y a de l'industrie. Donc, l'innovation, c'est de l'investissement R&D, vous savez tous. Mais l'industrie, c'est aussi du savoir-faire. Et c'est aussi de l'innovation industrielle, ce qu'on appelle l'industrialisation. Et c'est dans ces 2 activités-là que je pense que nous avons un gros savoir-faire. Donc nos équipements profitent de ce savoir-faire d'innovation et d'industrie et nous développons donc du coup ces équipements. Alors en 2 mots, les équipements que nous faisons, ce sont les roues à réaction. Vous savez, c'est des espèces de gyroscopes qui permettent de faire tourner le satellite. Ce sont des antennes déployables, donc je vous disais. Ce sont des motoréducteurs, vous savez, c'est des engins qui font de l'automatisation des satellites.
Et puis et de la propulsion aussi pour faire avancer le satellite. Je m'arrête là. Bref, de la mécanique très spécialisée. Ah oui, très poussé. Alors, l'environnement spatial, c'est microgravité. Il n'y a pas de gravité. Il n'y a pas d'air. C'est un espace vide. Des températures qui vont de moins 200 degrés à plus 100 degrés. C'est bombardé de rayonnement solaire. Donc, vous êtes comme dans un micro-ondes. Hein, donc, il faut que ça marche là-dedans. Et ensuite, vous n'avez pas le droit d'utiliser des fluides, parce que si vous mettez des fluides dans l'espace, eh ben non, surtout ils vont se mettre sur le miroir, ou ils vont se mettre sur le télescope, ils vont se mettre sur les charges utiles, et vous foutez en l'air votre mission. En plus, vous n'avez pas le droit d'aller réparer votre système dans l'espace, parce que vous ne pouvez pas y aller, enfin pour l'instant. Il y a donc, 2-3 contraintes. Voilà, 2 ou 3 contraintes. Donc ça met quelques années pour mettre au point un produit. Voilà. On va vous écouter aussi, pardonnez-moi Christophe, concernant une autre approche de la typicité, de la technicité, puisque vous dirigez Médincel. Vous nous en dites un petit peu plus sur Médincel ? Ouais, j'aurais bien aimé que ça continue parce que c'est vraiment passionnant. Mais vous aussi, hein ? Mais d'autant plus que j'ai un grand-père qui était un des pionniers chez la TECOR et Sud Aviation à Toulouse, au comité exécutif à la fin de sa carrière. Donc ça résonne beaucoup dans mon histoire familiale. Donc Médincel, c'est basé à Montpellier. C'est une des sociétés emblématiques de la Med-Vallée de Montpellier. C'est une société qui est cotée en bourse. On vient juste de passer les 700 millions d'euros de valorisation la semaine dernière. On était par moment l'an dernier la plus grosse biotech française. Et évidemment, on pense que ça va continuer. Donc Médincel, c'est 140 personnes, donc à Jacou, dans la banlieue de Montpellier, une société qui est issue d'un laboratoire de la fac de pharma de Montpellier. On a entendu le nombre impressionnant de chercheurs en Occitanie, mais dans tous les domaines. Et Médincel en a vraiment profité. C'était le laboratoire du professeur Michel Vert, qui était un des pionniers dans le monde de ces polymères résorbables. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Donc Médincel, on a une technologie qui permet de transformer la prise de comprimés en une injection biorésorbable qui va libérer le médicament sur des périodes très longues, parfois 1 mois, parfois 6 mois, essentiellement pour assurer l'observance du patient, mais parfois aussi pour améliorer le profil du médicament. Et d'ailleurs, notre premier médicament, alors on travaille avec des partenaires, hein, nous on a tout le savoir-faire, la propriété intellectuelle, dont on reparlera tout à l'heure quand on parle de souveraineté. Et c'est des partenaires pharmaceutiques qui font le développement et la commercialisation. Notre premier produit a été accepté sur le marché américain il y a maintenant 3 ans, a fait plus de 120 millions de ventes la première année, et nous on touche des royautés dessus. Et pour vous donner une idée de l'impact de ce qu'on fait, donc c'est un produit en schizophrénie avec des molécules existantes, et notre technologie, d'après les dernières statistiques, a permis de réduire les rechutes de patients schizophrènes par 2, de réduire leur hospitalisation par 2 et les coûts de santé afférents par 30%. Du fait d'avoir justement la possibilité de la durabilité du traitement par une seule prise. Oui, tout à fait. Donc c'est vraiment des systèmes révolutionnaires qui s'adressent donc à beaucoup d'indications. Donc on a un deuxième produit qu'on attend là aussi en schizophrénie qui a même fait la une un article en tout cas du Wall Street Journal en expliquant que ce produit pourrait ressusciter notre partenaire Teva. On travaille aussi avec AbbVie, d'autres partenaires et aussi beaucoup de fondations, puisque au cœur de la mission de Médincel, on voulait aussi que notre technologie puisse adresser des besoins pour des buts humanitaires. Donc on travaille sur un contraceptif longue action 6 mois avec la Fondation Gates. On travaille à casser le vecteur transmission de la malaria. On travaille sur la tuberculose aussi. Et ça a permis d'attirer beaucoup de talents à Montpellier. 140 personnes, 25 nationalités. Et sur les 140, 130 ingénieurs, pharmaciens, médecins, etc. Donc une densité de brain power vraiment impressionnante. On n'a pas évoqué tout à l'heure, c'est combien de collaborateurs chez Comat ? Alors Comat, c'est 115 personnes, c'est 15 millions à peu près de production, et avec un objectif de 30 millions de chiffre d'affaires d'ici 3 ans.
Vous avez évoqué tout à l'heure, tous les deux, cette notion de talent, d'attractivité. En quoi aujourd'hui, justement, la région est un environnement d'attractivité à la fois par les infrastructures qu'elle propose, mais aussi par le fait d'avoir des talents, d'avoir des écoles, d'avoir tout ce genre de choses. En quoi c'est un plus aujourd'hui pour vous? Je crois qu'on peut difficilement faire mieux. On en a parlé, une densité de matière grise impressionnante dans toute l'Occitanie. La mer, la montagne, une qualité de vie aussi qui nous permet d'avoir une vie équilibrée. Moi, je connais bien aussi la vie parisienne et je peux vous dire que j'apprécie la qualité de vie montpelliéraine, surtout quand je me lève le matin et que j'ai la mer à 50 mètres. Donc beaucoup d'atouts. Aussi une facilité d'accès et puis aussi maintenant une reconnaissance internationale dans beaucoup de domaines. Alors moi, je rajouterais qu'il y a aussi une notion très humaine qui est celle de l'écoute active. C'est-à-dire que, oui, effectivement, le spatial, je vous ai dit que c'était un secteur très important en Occitanie, mais c'est tout un écosystème qui vit et qui doit être animé, qui a des objectifs, qui a des ambitions. Il y a l'ambition, bien sûr, des gros, de maintenir les activités des gros, parce que ça représente quand même un nombre important d'emplois. Mais il y a derrière tout un réseau de start-up et de PME comme les miennes qui vivent. Il y en a, je crois, 120 à peu près. Donc, qui sont aussi dans le pôle aérospace qui est fortement soutenu aussi par la région et la BPI. Donc on se retrouve tous dans un écosystème très actif et donc on a en face de nous des personnes qui connaissent le sujet, qui connaissent le secteur et qui savent nous comprendre et nous aider et nous conseiller et nous accompagner. Donc c'est très réactif. Voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est très intéressant pour une entreprise. Le vice-président d'une région qui entend deux chefs d'entreprise emblématiques et en réussite. Et en plus, je connais bien les deux entreprises parce que j'y étais il n'y a pas longtemps et j'étais avec le ministre du commerce extérieur de la France récemment visiter Médincel. Et je vous invite à aller creuser un petit peu sur les deux entreprises. Vous verrez, ils sont assez modestes, ils sont impressionnants et le potentiel de développement et de croissance à l'international, ce qui fait que la visibilité, l'attractivité de nos métiers et de nos secteurs va être l'Occitanie sur l'attractivité, c'est la région la plus attractive de France. On reçoit entre 45 et 50 000 nouveaux habitants par an. C'est la première. Toulouse est devenue la 3e ville de France en 2025 devant Lyon. Et on continue comme ça. Alors évidemment, ça amène des menaces, mais aussi des opportunités. Les menaces, vous les connaissez. C'est une pression forte au moment où les budgets s'amenuisent. Il faut faire des crèches, des lycées, des routes et trouver et du travail pour les conjoints, etc. Mais en même temps, s'il y a une attractivité, c'est que voilà, il y a des choses qui attirent et qui attirent le bien vivre en Occitanie. On l'a dit, on a 13 départements, 13 réalités géographiques, mais aussi 13 réalités économiques. Et on a des secteurs phares comme l'aéronautique, évidemment, dans lequel on est leader mondial, l'aéronautique civile en tout cas. L'Europe, où on a 30% des emplois européens qui sont en Occitanie, notamment autour de Toulouse, et 50%, à peu près 40%, 45% des emplois français. On peut aussi, par exemple, l'hydrogène qu'on a poussé avec le financement d'un technocampus qui va être le plus important d'Europe. C'est 50 millions d'euros que la région a mis pour mettre l'excellence autour de ces sujets-là à Toulouse, à Francazal. Je peux continuer sur les ICC, les industries culturelles et créatives, où on a aujourd'hui, vous avez les 5 séries quotidiennes qui sont en France, sont tournées en Occitanie, à laquelle, dans le cadre d'un grand programme ambitieux qui va créer 5000 emplois, c'est costaud. Une partie a déjà été faite autour du film, de la vidéo, mais aussi autour de la vidéo, je l'ai dit, et autour de l'animation, avec 3 pôles, Montpellier, Toulouse et Perpignan. Enfin, je peux continuer comme ça, et on a des sujets, évidemment, de souveraineté, on en parlera tout à l'heure. En tout cas, en matière d'attractivité, on fait
coco partout. On a nos ambassadeurs qui parlent de nous. Quand on va au CES, les gens connaissent peut-être pas Montpellier, mais connaissent Airbus, connaissent Pierre Fabre, connaissent Royal Canin, connaissent Haribo, connaissent nos champions. Et on utilise ça. Il y a aujourd'hui une direction chez nous à la région qui s'appelle Attractivité et Rayonnement et qui a un storytelling précis avec les acteurs, tous les acteurs du développement économique pour vendre la destination et attirer. Et on a par exemple un cluster numérique qui s'appelle Numéum qui a mis en place un site d'attractivité des talents de la tech en Occitanie. Ça s'appelle Talent Occitanie et qui fait donc qui montre toutes les opportunités que vous pouvez pour venir exercer chez nous, même à distance quand vous avez vos bureaux à Paris. Merci beaucoup. Vous parlez d'attractivité, mais on va parler de souveraineté. Et ce n'est pas à opposer, mais il faut bien trouver la manière de les organiser. Comment vous organisez justement cette notion de souveraineté dans vos deux activités qui sont hyper sensibles? Alors, souveraineté, c'est... Non, c'est pas opposé à attractivité, au contraire. Souveraineté, il y a 5 ans, quand on parlait de souveraineté dans une entreprise, déjà, ça passait pas très bien. Là, aujourd'hui, c'est vraiment le driver, je dirais, de la motivation de beaucoup des ingénieurs que nous avons. Pourquoi? Parce que bon, c'est de manière évidente, aujourd'hui, la souveraineté, ça s'adresse sur plusieurs niveaux. Et un niveau d'abord de protection de nos savoir-faire par rapport aux menaces qui peuvent exister dans le monde entier. Depuis quelques années, on voit bien que ces menaces sont de plus en plus proches. Donc on est obligé d'y réfléchir et de réfléchir à des solutions qui nous sont propres pour que personne, bien sûr, vienne nous les piquer. La deuxième chose, c'est aussi un secteur, et c'est une notion, je dirais, d'appropriation du savoir-faire. Et maintenant, la souveraineté, ça se traduit par des nouvelles innovations pour être différent des autres, pour être meilleur que l'autre et pour être plus compétitif. Alors, souveraineté, ça veut dire être le meilleur, mais pour être le meilleur, il ne suffit pas simplement d'avoir le meilleur produit qui fait la meilleure chose, il faut aussi qu'il soit plus compétitif, c'est-à-dire qu'il soit meilleur en prix, qu'il soit mieux positionné sur le marché, mais qu'il soit plus compétitif. Donc la souveraineté induit automatiquement une notion industrielle, c'est-à-dire on ne peut pas faire un bon produit, et ça je sais ce que je dis, puisqu'on fait ça tous les jours. On ne peut pas faire un bon produit si derrière on n'a pas un bon positionnement marché avec une compétitivité qui est démontrée. Ce qui nécessite évidemment des investissements industriels, des investissements de machines, d'hommes, de process. Et c'est ce que nous faisons, nous, tous les jours. Et là, c'est là que je salue aussi la BPI qui a modifié un petit peu sa vision des choses dans les années passées et qui est venue de l'innovation pure et dure à un financement aussi et à une aide au financement d'industrialisation des produits innovants. Stratégie, c'est aussi une réflexion sur les marchés pour être meilleur sur les marchés et pour être plus French, pour mettre en place des applications plus, dont le savoir-faire français est plus prégnant pour pouvoir être plus compétitif. Et je pense par exemple dans le spatial à des activités notamment dans le domaine de la food. Vous savez, il faut savoir faire avec ce qu'on a de bon. Quand demain il va falloir organiser des vols spatials habités qui vont durer 6 mois ou plus, les astronautes, on ne va pas leur donner des lotions lyophilisées tous les jours, sinon ils se flinguent. Donc, en France, on a un savoir-faire dans la gastronomie, et donc on travaille aujourd'hui sur des équipements qui vont fournir du plaisir aux astronautes pour pouvoir faire les missions spatiales. Voilà un espace de souveraineté qui ne pourra pas nous être piqué par les Américains. Non, mais ou les vous Chinois. pourrez peut-être bosser avec Pédincelle sur lequel en une prise, Oui. on a l'avantage d'un couscous ou d'un cassoulet pendant encore 3 mois, c'est Voilà. ça? Donc ouais, c'est vraiment la souveraineté, c'est vraiment un mot très intéressant parce que c'est vraiment ça nous oblige à réfléchir à avoir des produits spécifiques et compétitifs. Alors, juste avant de donner la parole à Pédincelle, on était tout à l'heure avec une autre région en train d'évoquer une notion. On avait encore il y a quelques mois le plaisir de dire waouh, génial, cette entreprise française a été rachetée tant de centaines de millions par un Américain, ils ont bien vendu. Je pense qu'aujourd'hui, ça a un peu changé. L'idée, c'est de se dire, on garde, même si c'est valorisé à un très haut niveau,
il ne faut pas qu'on brade tout notre savoir-faire, toute notre industrie. Et justement, on ouvre des zones de risque extrêmement fortes. Est-ce que c'est la même chose chez vous dans le monde du médicament? Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, c'est amusant que vous souleviez ce point parce qu'il y a une quinzaine d'années, quand M. Dufour est devenu président de la BPI, j'avais été le voir quand il était à Maison-Alfort pour lui dire que, à mes yeux, le sujet principal de notre écosystème, c'est de garder les sociétés en France. Parce qu'on le voit, beaucoup des belles sociétés en France sont aujourd'hui rachetées par des sociétés étrangères. Et ça continue. C'était surtout les Américains, mais ça commence à devenir les Chinois. Et nous, pour pallier ça, en tout cas dans la mesure du possible, on a construit un système d'entreprise où tout le monde est actionnaire, de façon significative. Donc aujourd'hui encore, même si on a levé pas loin de 150 millions en 15 ans, plus une cinquantaine de millions d'emprunts, les fondateurs, employés, anciens employés contrôlent plus de 30% de la société. Et ça, c'est fondamental à mes yeux parce que c'est par le contrôle qu'on gardera les sociétés en France. C'est pour ça que les sociétés familiales sont restées en France. Donc ça, c'est une partie de la souveraineté. Et ce modèle d'entreprise où les gens deviennent actionnaires est actionnaire très significatif. À l'introduction en bourse en 2018, on a eu 35 personnes qui sont devenues demi-millionnaires quand même. Donc ça, pour moi, c'est fondamental. Ensuite, dans notre métier en tout cas, mais dans toutes les sociétés industrielles françaises, le cœur du sujet, c'est la propriété intellectuelle. On le voit. Et il faut la protéger, il faut la nourrir, il faut l'alimenter pour le futur. Donc la protéger, ça veut dire aussi que quand on a des gens qui sont actionnaires, il y a moins de chances qu'il y ait des fuites quand ils partent. On investit énormément aussi dans tout ce qui est protection des systèmes informatiques. On fait tester nos systèmes tous les ans par des hackers. On a vraiment des solutions drastiques pour protéger l'IP. Et puis, il faut qu'on arrive à maintenir notre position de leader mondial dans notre secteur. Et donc, on fait une veille continue dans le monde entier sur des technologies dans notre secteur, ce qu'on appelle les long-acting injectables, pour les évaluer, pour voir leur position de brevet, quitte à peut-être un jour en faire l'acquisition ou en prendre des licences. C'était ça ma question. Est-ce que vous êtes dans une stratégie potentiellement d'acquisition d'entreprises étrangères? Oui, tout à fait, parce que notre technologie marche extrêmement bien pour un certain type de molécules. On voudrait l'étendre au-delà de ce noyau. Et donc, on est vraiment en veille constante. Je pense qu'à terme, 50% de notre innovation viendra en interne de nos laboratoires à Montpellier et 50% de l'externe. Allez-y. Pardon, je confirme aussi cette stratégie d'acquisition, mais plutôt en Europe. Pourquoi? Parce que la souveraineté européenne a du sens. Et alors que acheter un Chinois ou un Indien ou un Américain, ça a un petit peu moins de sens au niveau de la souveraineté. Jalil Benabdillah, comment justement ça se matérialise et comment vous portez ce projet de souveraineté? Est-ce que c'est entre guillemets politiquement acceptable aujourd'hui? Est-ce que ça a du sens? Est-ce que entre guillemets ça a été un des effets bénéfiques du Covid? Oui, enfin, il y a une prise de conscience. Voilà, le problème, c'est de ne pas oublier et de ne pas oublier vite, parce qu'on a tendance à oublier vite. On ne savait pas faire nos masques, on ne savait pas faire de blouse pour nos infirmières, et on s'est rendu compte qu'on était à nu. Et donc, il y a une prise de conscience, donc ce qui a favorisé une certaine acceptabilité, notamment de l'industrie. Et aujourd'hui, par exemple, il est beaucoup plus facile de convaincre un élu local, un collectif on va dire de citoyens, ou un écosystème de l'implantation d'une entreprise industrielle qu'avant Covid, c'est vrai. Maintenant, ça ne veut pas dire pour autant qu'on a tous les atouts qu'il faut. La souveraineté aujourd'hui n'est plus un mot, on va dire, vulgaire. On peut le dire sans surprendre personne. Et on comprend ce que ça veut dire. Chacun met le curseur où il veut, mais moi je parle d'une souveraineté européenne, ensuite une souveraineté nationale, avant d'arriver à la souveraineté régionale. Et on doit y contribuer là où on a des domaines d'excellence et d'expertise. Je parlais tout à l'heure de l'aéronautique et ça vous paraît évident, mais aujourd'hui, par exemple, on a une nouvelle prise de conscience autour de la supply chain de l'aéronautique. Il faut vous rappeler que Airbus a aujourd'hui, après les difficultés post-Covid, aujourd'hui a 12 ans de commandes fermes.
plus de 900 milliards dans le carnet. C'est la première entreprise dans le monde en termes de commandes. Il y a 2 entreprises chinoises parce qu'elles ont des commandes de l'État, mais en dehors, dans le privé, c'est la première. Et ça rassure toute une supply chain avec toutes les difficultés que ça représente pour faire le grand up et monter. Mais on a parlé du spatial, mais je pense qu'il faut aller vers des souverainetés. Et par exemple, Airbus est complètement consciente de sujets de consolidation, par exemple, de supply chain ou de sous-traitants qui sont petits, mais qui ont besoin d'être protégés. Et donc, il y a des consolidations aujourd'hui. C'est une des stratégies de protection d'une filière, ou en tout cas d'une valeur ajoutée sur les territoires. Donc, on a notre rôle à jouer dans les secteurs d'excellence, je l'ai dit, l'aéronautique, le spatial, le numérique, etc. Mais on a de nouveaux secteurs de jeu où on peut se renforcer, je l'ai dit, l'industrie culturelle et créative. L'eau, qui est un sujet pour nous. En Occitanie, vous le savez, on a le département le plus stressé hydriquement de France et d'Europe, c'est les Pyrénées-Orientales, et ça vaut pour d'autres départements. Mais on a aussi les risques d'incendie. Vous avez vu les incendies de l'Aude, l'incendie du siècle. Ben, c'est chez moi, chez nous, en Occitanie, que ça a eu lieu. Et vous avez vu, ça veut dire qu'il y a une filière sécurité civile, probablement européenne, autour de la base de Garon à Nîmes, donc qui peut être renforcée. Vous voyez, on parle de souveraineté européenne qui peut se faire localement. Je peux continuer comme ça sur plein de secteurs sur lesquels nous avons les inondations et donc les sujets de prédiction, de prévision. On a Météo France à Toulouse, on a un grand nombre d'entreprises expertes dans le domaine. Donc il y a des pans entiers pour aller chercher dans les industries culturelles et créatives, je l'ai dit, et pas seulement dans l'hydrogène ou dans le numérique, quand bien même c'est extrêmement important. Mais ces domaines-là, l'hydrogène, le numérique et d'autres, vous les retrouvez dans toutes les régions de France, et dans toutes les régions même européennes. Tout le monde se préoccupe de ça, les data centers évidemment, et la souveraineté numérique, dont on se préoccupe puisqu'on met 150 millions sur la table pour la filière numérique. Et demain, j'anime à Toulouse le comité de la filière numérique. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne faut pas aller là où on a l'expertise pour pouvoir contribuer. Et en dernier, cette souveraineté européenne en matière de défense. Et par exemple, Carole Delga, la présidente de la région, a annoncé que la région va contribuer à cet effort qui est européen et national. Donc la souveraineté devient un sujet majeur. Nous avons une des bases de défense qui est la plus importante, donc c'est autour de Toulouse. C'est plus de 3000 emplois, c'est 230 entreprises, c'est conséquent. Elles ne font pas beaucoup de bruit, mais elles sont là. Et donc on a annoncé 200 millions d'euros pour soutenir l'effort de souveraineté, de structuration de la filière défense, dans 100 millions d'euros qui sont un fonds d'investissement qui va venir à côté du fonds souverain régional qui est de 400 millions. Je rappelle juste que ce fonds, par exemple BPI, va probablement, j'espère en tout cas, y contribuer. Donc vous voyez qu'on travaille en intelligence main dans la main, de la même façon que les fonds souverains viennent permettre à la région d'être actionnaire d'un certain nombre d'entreprises qui nous paraissent stratégiques. Et on a un contrat qui s'appelle 3S, souveraineté et stratégie, donc qui permet aux entreprises les plus sensibles d'être entourées, y compris en haut de bilan et en bas de bilan, avec le binôme région BPI notamment. Merci beaucoup. On voit que vous êtes plus que passionné. Hein, je suis d'abord un entrepreneur avant d'être un élu. Je suis chef d'entreprise, c'est important de le dire, ça c'est mon métier. Et l'élu, c'est ma mission. C'est pas... oui. Je vais vous laisser le mot de la fin, mais messieurs les deux champions, je me permets de vous appeler comme ça parce que je pense que beaucoup de gens ont découvert aujourd'hui la grande puissance de tout ce que vous faites. Je vous dis, on se retrouve dans 3 ans. Vous me dites quoi ? On va dérouler. On va dérouler face à un marché exigeant et avec, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des ambitions et des objectifs très, très, très intéressants, avec une grande satisfaction et en tout cas une recherche de l'épanouissement aussi des personnes qui travaillent avec nous, les salariés bien sûr, mais aussi tout l'écosystème, tous les partenaires qui sont avec nous. On est, vous savez, on l'a pas dit encore, hein, mais Occitanie, c'est terre de rugby hein, aussi. Donc, ah bon? Ah oui, oui. Vous êtes pas venu en rouge et noir. Donc hein, on aime bien l'image parce que c'est vraiment l'image de la mêlée, du pack et qui avance et qui va gagner. Et qui respecte. Et qui respecte, exactement. Qui respecte l'arbitre d'abord, enfin, quand il peut. mais donc c'est dans ce sens-là qu'on aime bien gagner. Donc c'est pas qu'une histoire d'argent, c'est aussi une histoire d'argent, mais ce n'est pas que. C'est une histoire d'épanouissement aussi, de
de gagner et de donner de faire des choses utiles. Voyez. Je voulais parler de voyages spatiaux, mais demain, il va falloir équiper ces fameuses constellations qui arrivent, là, qui sont certaines portées par des startups, d'autres par des institutionnels. Ben, ces satellites, c'est des défis technologiques à chaque fois, avec des innovations énormes et avec un objectif et surtout des contraintes, un environnement industriel qui va être énorme. Voilà, dans 3 ans, j'espère que nous aurons bien grandi et nous aurons bien profité de cette activité dans un épanouissement complet. Voilà. Merci beaucoup, Benoît Moulas. Juste une annonce que j'ai oublié de faire sur l'attractivité et la souveraineté. Dans le domaine du spatial, on a annoncé la semaine dernière un nouvel événement majeur, mondial, qui va attirer à peu près 500 experts mondiaux dans le spatial, qui aura lieu les 12-13 mai 2026, donc c'est bientôt, en alternance avec le Bourget et avec tout ce que vous pouvez imaginer, tous les partenaires évidemment de l'aéronautique et du spatial qui seront présents. Donc à Toulouse va se doter de 100 salons d'expertise dans le domaine du spatial et ça contribue à cette souveraineté, à cette attractivité. Génial, merci beaucoup. Christophe, c'est vous qui avez le mot de la fin. Oui, merci. Alors nous, on est vraiment dans une période fascinante. L'an 2024 a été une année spectaculaire, puisqu'on est devenu la plus grosse biotech française par moment. Et notre action en bourse a été l'action française tout confondu qui a le plus performé en 2024. Et j'ai dit à mes actionnaires que les 2 ans qui allaient venir allaient être les années les plus transformatrices de l'histoire de Medincell. D'abord parce qu'on va revenir à la profitabilité. On avait développé la société sans dilution, sans business angel jusqu'à l'introduction en bourse, ce qui est remarquable et rare. Par contre, je préfère me placer à 5 ans plutôt que 3 ans parce que c'est vraiment 2030-2031 notre horizon de temps. Et là, si tout se passe comme prévu, alors évidemment, c'est sujet à la performance de nos produits, de nos partenaires. Nos analystes européens et américains pensent que la société pourrait atteindre 300 millions de revenus de royalty. Alors, c'est de la marge pure. Donc ça arrive à la bottom line, comme on dit, et pourrait se traduire en peut-être 200 millions d'EBITDA. Et là, ça veut dire que la société pourrait valoir plusieurs milliards. Alors, on ne sera peut-être pas encore au CAC 40 comme je l'espérais à l'introduction en bourse en 2018, mais on n'en sera peut-être pas si loin que ça. Écoutez, on peut déjà vous applaudir tous les deux, vraiment pour ces belles performances. Je pense qu'on va regarder aussi la performance de vos 2 entreprises. Et puis bien évidemment, le dernier mot par la force invitante, BPI France. Bon, en tout cas, BPI France continuera à créer les conditions favorables au développement de l'excellence industrielle en Occitanie et puis partout en France. Voilà. Merci beaucoup. On se retrouve dans 8 minutes avec la région Aura, donc Auvergne-Rhône-Alpes. C'est bien aussi, vous dites, hein, c'est bien. C'est moins bien, mais c'est pas mal. Alors, on va leur dire et puis je vais vous proposer de rester. En tout cas, merci à tous et puis à tout de suite pour la dernière de la matinée. Merci beaucoup.